Bouh. C'est fait avoir. On n'est pas bien là? Trop bien. Bah ouais. Petit kawa, tranquille. Ouais. Dans le fameux Dans le fauteuil. fameux fauteuil Comment tu l'appelles ce fauteuil? des invités. Ouais, on appelle le canapé rouge. Alors qu'il est orange, on est d'accord? Ouais. Bon, aujourd'hui, on va parler de quoi? Ça serait pas mal qu'on puisse opposer vintage et récent. Et Ah, contemporain. bonne idée, tiens. Ça serait pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Ah, parce que, très bonne idée, hein. Moi j'ai une récence. Incroyable, en Opposé. plus on a les montres qui vont bien. Incroyable. C'est dingue. Incroyable. Allez. Alors, Yema, Ouais. on va donc pas moi la mal parler de dernière Yema, ouais. 500. Et moi la dernière Superman 2 de 1991 que j'ai acheté neuve à l'époque. Bah, Ça fait un peu vieux con. Hein. 92, t'avais acheté ça? 91. 91, oh la vache. Ah ouais, donc elle a 32 ans là. Elle a 32 ans, je l'ai acheté en boutique en 1991, donc c'est bien de pouvoir comparer. faire un Et je comparatif, pense que ça hein. peut être très sympa. Ça peut être très très cool. Non mais carrément. Mais attends, ta montre là, à l'époque, c'est une automatique celle-ci? Ouais, c'est une automatique. Quand je suis rentré à la boutique en 91, on avait le choix entre celle-ci. Donc ça, c'est là. Alors pour remettre aussi, c'est important. C'est à l'époque où Yema a été racheté par le groupe Hattori. Donc et le distributeur Seiko. Ouais. Et donc là, ils ont ressorti et exhumé la Superman en l'appelant Superman 2. Donc c'est vraiment les tout premiers modèles de la Superman 2. Et ils ont repris les codes à l'époque, ils ont abandonné certains codes de la Superman, ils ont repris des codes avec l'Oyster, D'accord. les aiguilles Mercedes, avec du Maxidial. Enfin, on est vraiment sur De l'hommage un ouais, peu. de l'hommage appuyé, on va dire. Ouais. Voilà. Donc moi j'aime bien cette montre et à l'époque il a proposé un automatique et l'automatique se vendait quasiment pas, il vendait quasiment que du quartz. D'accord. Et moi quand je l'ai acheté, les mecs me poussaient en disant mais non mais qu'est-ce que prends la quartz, elle est 10 fois mieux. Et ils avaient la full lume, donc qui est avec le cadran entièrement lumi, tout D'accord. jaune quoi, qui était très sympa aussi. Bon, fallait quand même oser, tu vois. Mais Donc, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on était plus axé, dans les années 90, hein, c'était encore le quartz, c'était même si l'automatique carrément, commençait à revenir, on était plus sûr du quartz. On dit bah, c'est plus précis, c'est moins cher, ah mais moi je à ouais, entretenir facile. c'est plus précis, c'est moins cher, on n'avait pas la vision à long terme comme maintenant. C'est ça. Et effectivement, moi je prêchais un peu dans le désert, j'étais avec mon automatique, j'aimais bien cette seconde glissante que je trouvais hyper belle. Ouais. Et voilà, donc j'ai quand même, envers et contre tout et contre le vendeur, choisi cette automatique et je ne regrette pas maintenant puisque Elle est encore là déjà. elle est encore là, Parce elle que a des été révisée. quartz, j'imagine que tu n'en as pas non plus des masses encore. Je vais t'en sur parler, le- voilà, Ouais. mais là c'est un 2892 qu'il y a là-dessus, donc en plus un état donc très honorable, D'accord. qui a été révisé je l'ai fait réviser il y a 4-5 ans, elle est hyper précise. Enfin, Super tracteur. super tracteur, la date claque quand il faut, enfin il y a tout qui va bien. Bon, le Lumi, je te cache pas que il est un peu dead, hein, il est un peu mort. C'est quoi, du tritium? C'est du tritium, ouais. Ouais. J'ai pris une petite décharge à 13 piges à l'époque. D'accord. J'ai bien compris. J'ai eu la barbe d'un coup. Ah ben j'ai eu la barbe à 13 ans. 14 ans. Et tu vois, c'est 14 marrant ans, parce qu'on voit que l'hommage, on va dire, en tout cas la réédition, Ouais. est plus à une patine plus prononcée que la vraie. C'est vrai, c'est vrai, Ça, c'est c'est vrai. marrant. Bon, après, c'est une touche un peu de beige quoi qu'ils ont rajouté pour faire un peu Ouais. fausse patine ou je sais pas, hommage à. Et tu vois, ce qui est marrant sur cette montre, c'est qu'il y a un petit truc, moi quand je l'avais acheté déjà à l'époque, donc c'était ma première belle montre. Ouais. En France, c'était 1000 francs, donc 150 € à l'époque, tu vois. Donc ça faisait un petit peu d'argent quand tu as 13 piges, c'est un peu de Ouais, pognon bien sûr. quand même. Et elle a les aiguilles qui sont piquées de partout et qui étaient piquées dès l'achat quasiment. Parce qu'en fait, c'est le tritium qui attaquait. Qui attaquait Qui direct. attaquait direct les aiguilles. Donc, Oh, il devait je te mettre dis, la. donc, C'était j'ai une lampe torche, j'ai quelques dents qui sont tombées à l'époque et puis voilà, tout va bien maintenant. Il a un dentier. Voilà, c'est ça. Attends, je vous montre. Non, mais voilà. Donc c'est cool d'avoir ce genre de choses. Et surtout à un moment où encore une fois Yema s'est fait racheter. Donc avant c'était Matra qui possédait Yema pendant quelques années. Et ensuite ça a été racheté donc par le groupe Hattori comme je disais. Donc c'est sympa d'avoir ce renouveau, Superman 2. Voilà, c'est un modèle qui ne sont pas refaits en l'état maintenant, mais qui est plutôt cool. Voilà. Ah, c'est vrai, bon, ils vont peut-être refaire une réédition. Ils aiment bien Yema Ouais. faire ce genre de choses. Et qui n'est pas sans ressembler à une Rolex Submariner de l'époque. Voilà, donc tu as une Rolex là, c'est quoi? Ouais, C'est c'est une Submariner référence 1680. D'accord, donc c'est de quelle année pour ceux qui alors, sont novices? Pour les novices, c'est une 1979. Pour les moins novices, c'est une Mark II, donc c'est avec le cadran deuxième génération. D'accord. Et on est sur, de toute façon tu mettras des clichés, mais Bien voilà. sûr. On est sur un cadran peint là-dessus. Voilà. C'est quand même du beau boulot, c'est magnifique. Hein. Ouais, elle est surtout en très bon état. Elle est comme neuve. Parce qu'elle a. Tu rigoles ou quoi? ouais. Elle est comme neuve. Alors moi, Elle est plus vieille que ta certains Yema. ont crié au scandale, mais c'est pas grave, c'est ma montre et voilà. J'ai mis dessus, j'ai viré le plexi cheminée et j'ai mis un verre trou d'homme dessus. D'accord. Donc un T19 bien bombé, un super dôme en fait. À la base, il est comment À la base, c'est un plexi cheminée avec une grosse loupe. Ah oui, Voilà, oui. donc il est assez, ça s'appelle cheminée parce qu'il est vraiment en hauteur comme ça. Bon, tu l'as customisé un petit peu. J'ai customisé parce que je trouvais ça cool, ça lui donne un petit côté Sea Dweller et je trouve que ça va bien avec les formes arrondies de la montre et ça donne une harmonie à la montre, je trouve. Voilà. Ouais, elle est très jolie. Hein.
Et quand on compare à la Yema Superman 2, on sent qu'il y a eu quand même une belle inspiration. Hein. En tout cas, les aiguilles, ouais, c'est sûr, c'est les mêmes. Ah, les aiguilles sont identiques. Ouais, ouais. Tu retrouves même le bracelet avec tu as même la rallonge de plongée pareil, sauf que c'est pas signé évidemment sur la Yema. Un peu plus bling bling hein, quand on. Hein, voilà, forcément, c'est pas la même cale. C'était pas le même tarot non plus. Hein. Exactement. Mais Est-ce que tu l'as payé combien ta Yema? Là, je te dis 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs, ça fait 150 150 euros. Bon, ça reste. Mais si tu remets là, ça serait marrant de mettre en francs constants et de remettre dans le contexte. Ouais. Ça doit faire quoi maintenant? C'est comme si j'avais payé peut-être 600 euros, un truc comme ça, peut-être. D'accord, ouais. À l'époque, oui, tu penses que c'est à peu près. Ouais, je sais pas. Il faudrait vérifier. Il y a des sites comme ça, on peut vérifier en mettant l'argent de l'époque, en voyant ce que ça donne maintenant en valeur. Il faudrait essayer. Si certains le font, et n'hésite pas à nous faire un feedback là-dessus. Ouais. Mais je pense qu'on doit être dans les 600-700 euros. Voilà, c'est ce que ça représentait à l'époque. Aujourd'hui, on sent que les montres, ça a pris. Ça a pris de folie parce qu'une Superman réédition aujourd'hui, c'est un peu plus cher. Celle-ci, elle est à 1249 euros. Ouais, c'est ça, 1249, là, la nouvelle Yema Superman 500, alors elle est un peu plus étanche, hein, a priori. Ils ont refait 300 mètres, juste 300 mètres. Ouais, bon, juste 300 mètres, c'est déjà suffisant. Ça suffit pour faire de la plongée sous-marine. La plongée, le temps des pattes. On a le bloc lunettes qui est très cool, qu'on retrouve vraiment à l'identique. C'est ça. Alors, ils ont remodifié a priori par rapport à la tige, la longueur de tige, etc., pour qu'il y ait que ce soit plus facile à fermer et à manipuler sur la nouvelle. Oui, oui parce que. Ils ont amélioré des choses. Effectivement, puisque sur ces modèles-là, il y avait parfois des problèmes d'étanchéité. C'est ça. Puisque tu le montreras en vidéo, mais effectivement, le bloc lunettes permettait pas de plaquer la couronne. Alors que là, on voit que la couronne est plaquée. Là, maintenant, c'est plaqué. Ouais. Okay. Alors moi, j'ai pas eu de soucis avec celle-là, mais il y avait des petits soucis d'étanchéité sur certaines montres. Ouais. Voilà. Verre minéral. Oui, bah oui. Années 90 oblige. Ça, elle a pris quelques petites rayures. Ouais, quelques petites rayures, patine un peu grisée sur la lunette, mais voilà, c'est marrant. Quoi. Les verres saphir, ils en faisaient pas non plus des masses. Non, mais c'était vraiment les montres de luxe. Mais même la Breitling que j'ai achetée en 93, la Shark, pour ceux qui suivent dans l'épisode 1, j'en parle, elle était en verre minéral. Hein, chez Breitling. D'accord. Donc les entrées de gamme chez Breitling étaient en verre minéral. Glace saphir, c'était vraiment sur les modèles beaucoup plus avancés, les chronomates, etc. Mais avant, tu étais vraiment en verre minéral. Ouais. Parce que ce qui est marrant, c'est que j'ai une Tissot Seastar. Bon, là, j'ai une Tissot Seastar des années 70, mais j'en ai une à quartz des années 80. Donc vraiment avec le style qui ressemble un peu à la inspirée PRX et tout ça. Ouais, je vois très bien. Mais vraiment, voilà, dans son jus, et c'est verre saphir. Elle est ultra plate, verre saphir. Je ne peux pas te la montrer parce qu'elle est en réparation. Eh oui. Mais sinon, ouais, c'est incroyable. Ils utilisaient du verre saphir et ça écrit en dessous d'ailleurs. Ouais, bah c'était plus cher. Hein. Celle-ci, il est plat. C'est là où on reconnaît aussi, c'est que les verres minéraux souvent étaient plats comme ça. Donc on retrouve une montre qui est très très plate, avec une lunette un peu proéminente. Mais voilà, c'était marrant. Et voilà, ce que je voulais montrer par rapport à ça, c'est que oui, c'est très bien, Rolex Submariner, voilà, etc. Mais on en revient un petit peu de ce genre de choses. Et ce que je veux montrer surtout, c'est qu'on peut se faire vraiment plaisir pour des budgets contenus. Exactement. Ouais. Parce que ça, sur le marché de l'occasion. Non, ça doit valoir, je dirais entre 800 et 1500 euros peut-être, selon l'état. D'accord. Voilà. Ouais, quand même, tu avais payé 150 euros. Je pense qu'aujourd'hui, elle doit valoir 800 euros dans ces eaux-là, 800 ou 1000 euros peut-être, un truc comme ça. D'accord. Donc elle a pris une petite. Mais elle est montée assez récemment, depuis quelques années. Avant, tu avais stagné, puis l'intérêt est remonté. L'intérêt est remonté récemment. Voilà, et franchement, quand on a une montre dans cet état. Puis surtout que je suis sûr de sa traçabilité, celle-là, pour le coup. Bien sûr, tu l'as acheté, tu imagines, en 91. Et la fameuse patine de coffre qu'on retrouve aussi sur la Sub, c'est-à-dire que la patine est relativement claire. Donc souvent, beaucoup de gens ont des théories sur ce qu'on appelle la patine de coffre en disant ça patine plus fort quand c'est dans les coffres, quand c'est dans des tiroirs. Cette montre, comme l'autre, sont restées très longtemps dans les tiroirs. En tout cas dans des endroits fermés et à l'abri de la lumière, et les patines sont très claires. Donc j'ai plutôt tendance à croire que les patines jaunissent avec le soleil, etc. Ouais, il y a vraiment les deux écoles là-dessus, donc je sais pas. Moi j'aurais pensé instinctivement comme toi, c'est plus on la porte et plus elle va patiner. Voilà, mais je pense que c'est vraiment ça. Mais on peut se faire plaisir pour des budgets, et c'est vrai que c'est très cool d'acheter la Yema, la dernière, la réédition et ce genre de choses, elles sont vraiment très bien faites. Moi j'adore. Hein. Et on voit même que la qualité perçue, attention. La qualité perçue est supérieure, c'est-à-dire que les pièces de bout sont pleines, ou en tout cas sont plus pleines que celle-ci, où tu montreras effectivement. Qualitativement, c'est top. Et même quand tu vas la montrer, on voit bien que en qualité perçue, elle fait même presque plus qualitative que la mienne. C'est ça. C'est parce que en fait, c'est là qu'on se rend compte des montres modernes, la qualité qui a été employée, l'amélioration en tout cas dans le procédé de fabrication. On sent la différence. Quoi, non, mais c'est incroyable. Quand tu prends la couronne, quand la mienne, tu fais. Pourtant, elle a été révisée il y a quelques temps. Ouais. Tu as moins le plaisir, c'est moins smooth, c'est moins agréable si tu veux, ça claque moins, etc.
Et par rapport à ta Rolex, par exemple, de 79, est-ce que tu penses qu'il y a un gap sur une Yema moderne, par exemple? Est-ce qu'une Yema moderne, en termes de finition, pour toi, en qualité perçue, hein, je veux dire, parce qu'on n'a aucune preuve, hein, c'est vraiment en main. C'est du feeling, ouais. C'est du feeling. Est-ce que tu as l'impression qu'elle est de meilleure qualité, la Yema? Pour moi, c'est incomparable, en fait. Mais quand je dis incomparable, c'est que tu as vraiment, sur la 1680, tu as un mouvement qui est le 1570. Je parle hors mouvement. Hein. Ouais, mais vraiment, je veux dire, voilà, il y a le mouvement qui est quand même il faut vraiment que tu détaches là le côté émotionnel, le côté. C'est pas simple, hein, tu sais. Pas simple, hein. Vraiment. Je pense que ces montres, les Yema, pour répondre, alors, je vais faire une réponse de Normand un peu. Ouais. Et je pense que c'est faux sur base de ça. Mais je pense que ces montres dans le temps vont quand même bien durer. Enfin, elles ont des mouvements qui sont des tracteurs. C'est quand même bien fini, c'est quand même bien fait. Je pense que dans 30 ou 40 ans, tu as un mec qui pourra faire une vidéo en parlant de la sienne qui a 30 ou 40 ans de la même façon. Ouais, d'accord. Je pense vraiment qu'elle ne souffre pas de problème. Je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les vidéos. On parle toujours des Rolex qui ont un temps d'âge. On dit, à l'époque, ils faisaient des montres de fou, machin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Montre de fou, je veux dire, honnêtement, ça, le bracelet, il n'y a pas plus basique. Hein. Ça, c'est de la tôle emboutie. Hein. Enfin, Ouais, puis c'est même au niveau du fermoir. Le fermoir, c'est du pressé. C'est du pressé, c'est de l'embouti, comme je te dis. C'est le bas de gamme d'aujourd'hui. C'est franchement, aujourd'hui, et même ils sont restés longtemps sur ce standard-là, jusqu'à ce qu'ils changent en 2007 ou 2008, quand ils ont commencé avec la Batman, avec la 116-710 céramique. Ils ont changé le fermoir, etc. Par rapport à ta référence? Ouais, je te dis, c'est 2008, un truc comme ça. Ouais, c'est à peu près. Ils ont commencé à faire des maillons différents, un peu plus pleins, etc. Là, c'est du semi-blindé, je crois. Mais franchement, qualitativement, c'est quand même pas extraordinaire. Après, ça tient le coup et ça tient parce qu'on fait attention aussi, parce que c'est un budget, etc. C'est extrêmement bien fait, attention. Rolex, j'adore. Il y a une qualité de cadran, par contre, c'est Singer qui faisait ça. Il y a une qualité de cadran qui est inégalable. De cette époque-là qui est incroyable. C'est pour ça qu'on a des belles patines, etc. Les boîtiers sont très très bien faits, mais ça ne justifie pas les tarifs qu'on voit aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Il y a le côté collection, investissement aussi qui peut-être. Ça reste, je veux dire, aujourd'hui, c'est des budgets pour des montres 3 aiguilles qui sont. Il n'y a pas de complications, c'est un mouvement basique malgré tout. Tout à fait. Avec tout le respect qu'on peut avoir pour le 1570 sur Rolex, c'est quand même un mouvement assez basique. Voilà, donc j'adore ces montres-là, mais je trouve que c'est parti dans une hype un peu folle. C'est ça. Alors, contrairement au récent, le vintage continue à faire sa progression. C'est-à-dire que le récent s'est cassé la gueule depuis 6 mois, on le sait bien. Oui, ouais, et le vintage continue à faire sa progression gentiment, à monter. Parce que, effectivement, si demain tu veux une 1680 propre, unpolished, c'est-à-dire c'est vraiment non poli comme celle-ci, c'est compliqué. Même si tu as l'argent, tu vas mettre du temps à la trouver. Par contre, si tu as 10, 12, 15 000 euros à mettre pour une sub céramique, il y en a à 50, 100, 200, 500 sur Chrono 24 et tu les trouveras dans l'heure si tu veux. D'accord. Donc, c'est toute la différence. Parce que toi, tu es un peu le genre de collectionneur vintage et en même temps, tu te fais plaisir sur des montres très récentes. Et c'est une tendance aussi qui a l'air de se voir de plus en plus. Ouais, moi j'aime bien le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que, alors déjà, je porte mes montres. C'est-à-dire que même le vintage, je le porte. Tu fais attention et ça se porte, il n'y a pas de souci. Celle-ci, elle passe à 300 mètres. Hein. Elle a été testée, elle passe à 300 mètres. Alors qu'à l'époque, elles étaient 200 mètres. D'accord. Donc, elle est passée au truc, elle passe à 300, il n'y a pas de souci. On peut les porter. Voilà, il y a des petites choses à faire. Là, j'ai mis un Oyster neuf, par exemple. L'Oyster d'époque, je ne l'ai pas pris. Voilà, tu vois, je l'ai gardé parce qu'effectivement, il a un peu de. Enfin, il n'a pas de stretch, mais il a 40 ans. Enfin, d'accord, oui, bien sûr. Forcément. Pas prendre le risque que ça se détache. Mais il faut porter ses vintage, tu vois, ça, c'est. On voit. Une autre vintage, ouais, une autre vintage que je trouve plutôt sympa. C'était un petit clin d'œil à Yema. Ouais. C'est une Yema. De l'époque Henri-Louis Belmont, de l'époque Henri-Louis Belmont, pardon, où on a vraiment heure-minute mécanique, elle date du début des années 50, donc la marque est de 48, donc si tu veux, on est vraiment dans les débuts d'Yema, fond clipsé, etc. Ça, on peut se faire plaisir pour quelques centaines d'euros. Elle est chouette, hein. Elle est cool, hein. Quelques centaines d'euros, là, tu vois. Ah oui, ça, quelques centaines d'euros, t'as un truc comme ça, sans aucun problème. Super. T'as un morceau d'histoire, t'as un cadran qui prend la lumière, qui est un peu champagne, qui est sympa, qui a un peu de vécu aussi. Ça a une forme, c'est top, quoi. Fond acier inoxydable avec une petite référence, c'est la référence de la montre peut-être? Alors c'est pas la référence, c'est le numéro de série. Numéro de série. Je crois qu'elle est en dessous du. Quand tu ouvres la. Quand tu ouvres là. Ouais. Donc. C'est marrant à l'époque parce qu'en fait il y avait des montres, elles avaient l'air basiques comme ça. Le fond il n'était même pas décoré, il n'y avait rien du tout. Puis quand on ouvrait, on avait une espèce de mouvement magique. Alors voilà, comme c'est ça qui est intéressant. C'est que tu trouves, alors pas sur la Superman 2 parce que c'était un 2892 qui est plutôt dans finition basique, il n'y a aucune décoration. Mais effectivement, et j'en avais parlé dans un épisode avec Paul Bouissou justement, où on disait que
Paul, on pense à toi, voilà, donc qui est réparateur horloger. N'hésitez pas à écouter sur Mont-de-Marsan. Voilà, sur le podcast, on a un échange ensemble et il est sur Mont-de-Marsan, il fait du travail extraordinaire. Ouais, c'est passionnant. J'irai le voir un de ces quatre. Ouais, c'est vraiment très cool. Et il racontait que justement à l'époque, les mecs faisaient des mouvements pour le plaisir de faire quelque chose de beau, par amour du beau, et aussi pour le plaisir que ça allait procurer à l'horloger qui allait l'ouvrir dans 2, 3, 4, 5 ans. C'est ça. C'est dingue. Enfin, on est quand même, c'est lunaire pour nous, un truc comme ça aujourd'hui. C'est vrai que avec des fonds pleins. Oui, avec des fonds pleins. On ne voyait pas surtout. On ne voit pas, mais dessous, il y a quelque chose de fou. Moi, c'est pareil, c'est la montre, elle était dans un piteux état. Moi, je l'avais trouvée dans un coffre à jouets, la Tissot Sister. Elle est très belle. Hein. Il y a des années, des années. Alors, j'ai fait changer le verre, j'ai fait un petit peu nettoyer le. Il y avait juste la couronne aussi à changer parce que c'était cassé à l'intérieur. C'était cassé malheureusement. Ça, on peut trouver ça. Il n'y avait pas trop le choix, c'était facile à trouver. Et quand elle a ouvert, elle a dit bon, je vais voir si ça fonctionne. Paf, le truc, j'avais l'impression qu'elle était comme neuve. Ouais, c'est ça. À l'intérieur, c'était incroyable, les finitions. Alors Tissot, je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui. Bon, c'est avec on va dire les états d'entrée de gamme et tout, c'est plus la même qualité qu'avant parce que quand elle a ouvert, elle fait waouh. Même l'horlogère, quand elle a ouvert, ça fait plaisir à voir ça. Ouais, après Tissot, c'est complètement différent maintenant, mais tu vois la PRX 80, c'est quand même. Oui. Pris une montre imbattable. C'est ça. Rapport qualité-prix, rapport qualité-prix, on ne fait pas mieux. Quoi. Mais voilà, donc moi j'aime bien mixer les deux. J'aime bien avoir du contemporain. Alors j'aime bien avoir du néo-vintage. C'est vraiment des choses qui reprennent les codes. La ZRC, on en a déjà parlé sur ta chaîne, où on a quelque chose de récent, mais qu'on peut porter au quotidien. Parce que sans se demander si ça va prendre l'eau, sans se demander si ça va s'abîmer. C'est ça qui peut faire peur sur les vintage. Moi, la mienne, il y a marqué 6 stars. Je dirais étoile de mer, mais elle ne risque pas d'aller sous la flotte celle-ci. Non, la sub, je sais qu'elle est étanche, mais je ne la mets pas sous la flotte parce que j'ai pas envie de risquer un cadran, un machin. Même la valeur d'un montre, elle vaut combien cette montre-là en valeur sur le marché? Donc comme ça, tout dépend de l'état, mais tu vas trouver selon l'état entre 9 et 15. Quoi. Voilà. Donc l'intérêt d'en prendre soin, de ne pas commencer à dire je vais faire une projet avec. On va prendre sa bonne Yema mais tu sais que moi, Superman 500. C'est des montres, alors je les porte, mais effectivement au quotidien, et c'est vraiment un point de bascule de beaucoup de gens, et moi j'ai eu à un certain temps, c'est que je porte infiniment plus maintenant des montres beaucoup moins chères, avec autant de plaisir, sans appréhension. Tu vois, donc vraiment on est sur des montres, je porte beaucoup de Tudor, je porte beaucoup de la ZRC, je porte beaucoup de choses comme ça, de vintage aussi. D'accord, pas forcément des Rolex 9, tu ne recherches plus trop ça. Ah mais les Rolex 9, j'en ai pas une seule. D'accord, c'est plus déjà quelque chose qui te… Tu te pointes en boutique, déjà on te dit en gros qu'il va falloir attendre, être sympa, être gentil et pour espérer. Après tu peux arriver en jouant des coudes, etc. Mais j'ai pas envie d'entrer dans ce jeu-là, ça m'intéresse pas. Et puis j'aime pas cette relation inversée de c'est quand même moi qui choisis de prendre une montre, c'est pas souvent on dit c'est Rolex qui te choisit, pas toi qui choisis. Faut arrêter quoi. C'est un délire là. Donc moi ils m'ont perdu avec ça en fait si tu veux. Ils ont perdu beaucoup de monde aussi. Ils ont perdu beaucoup de monde. Et puis dans les codes Rolex actuels, je ne m'y retrouve pas des masses. C'est-à-dire la Rolex de maintenant, la sub de maintenant, avec la lunette céramique, etc. Je la trouve très belle, mais c'est clinique. Il y a rien. Moi, il ne se passe rien quand je la vois. Le Daito d'aujourd'hui, il ne se passe rien quand je le vois. On pourrait presque trouver la même chose chez un concurrent beaucoup moins cher. Ouais, on retrouve les mêmes matériaux au final. Et puis j'ai passé l'âge du truc pour avoir une Rolex en se disant c'est le status symbole, machin. Enfin, je m'en fous en fait. Quoi. Dans l'immense majorité des cas, je suis avec des montres qui ne sont pas dans des valeurs folles, mais avec lesquelles je prends un plaisir fou. Tu vois, j'ai fait un épisode sur Serica avec Gabriel et Jérôme justement il y a quelques semaines. Écoutez, excellent podcast à écouter, 2h45. 2h45, ouais. Donc dans le podcast Démontrez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller écouter ça sur toutes les bonnes plateformes. Mais et c'est des montres qui coûtent entre 600 et 2000 €. Mais tu prends un plaisir quand tu les passes au poignet, il se passe quelque chose de dingue. Ces montres-là, elles ont une chaleur, elles ont un truc. Ils ont en plus un design qui est reconnaissable entre mille. Je suis en train de. Je suis tout le temps en quête de montres aussi vintage. Alors moi, je suis très chiant par contre sur le vintage. Par contre, je veux vraiment que ça soit hyper propre. Ouais, bien sûr. Donc je prends mon temps. Je sais pas, voilà. Et donc je sais que j'ai 2, 3, 4 montres que je cherche en ce moment. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'aurai la montre qui va bien. D'ailleurs, justement, en termes de vintage, tu as des conseils à donner sur des sites, comment chiner un petit peu, par quoi commencer pour ceux qui veulent débuter? Disons, dans le vintage, déjà, la première chose, il y a deux choses. Déjà, indépendamment du vintage, achetez ce qui vous plaît à vous. Arrêtez de suivre le rêve de quelqu'un d'autre. Déjà, parce que ça paraît un peu, ça fait un peu phrase Instagram, mais c'est vrai malgré tout. C'est la contre-phrase Instagram. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui veulent ça parce qu'ils veulent tel ou tel modèle, parce qu'ils l'ont vu, parce qu'un tel l'a, parce que… Prenez ce qui vous plaît et donc essayez les montres. Et ensuite, dans le vintage, achetez le bonhomme. Je l'ai dit dans beaucoup d'épisodes de podcast,
acheter la personne. Moi, les montres que j'ai achetées en vintage, bien souvent, si je ne connais pas ou si je ne suis pas sûr de quelque chose, parce que faut vraiment poncer le sujet pour savoir si le cadran a été changé, pour savoir si… Enfin voilà, il faut vraiment aller très… C'est une petite enquête à faire. Ah non, mais c'est un boulot d'enquête. Faut diguer de fou pour aller chercher le truc. On n'a pas toujours le temps. Donc moi, je connais des modèles, mais s'il te manque les 5, 10, 15% de connaissances, tu peux quand même te faire avoir. Ou en tout cas, acheter une pièce qui est une merguez. Et ça, c'est… Voilà. Les moulins. Et comme les prix ont quand même augmenté largement depuis quelques années, tu n'as pas envie, quoi. C'est ça. Avant, tu achetais un truc, tu te trompais, ça te coûtait 300 balles. Bon, tu te trompes, 300 balles, c'est pas très grave et tu peux arriver à rebondir. Aujourd'hui, même une vintage, quand tu veux en plus un beau modèle, si tu l'achètes à l'étranger, que tu connais pas le vendeur et que tu sais pas et que… Bon, donc, vous lancez pas là-dedans. Achetez le vendeur, ça c'est super important et donc la traçabilité. Donc déjà… On parle de particulier à particulier parce que dès qu'on va chez particulier à particulier, mais après, même si c'est un revendeur pro, tu as à boire et à manger quand même. D'accord. Donc, même chez les revendeurs pro, tu as… C'est compliqué quand même. Je lance un pavé dans la mare, mais tu as quand même, sur le vintage, tu as une immense majorité de monde qui sont trafiqués quand même. D'accord. Donc, il faut faire super. Ou alors peut-être un atelier horloger où le gars, il va lui ouvrir les montres, il va peut-être se rendre compte de… Ouais, après, il n'y a pas qu'en ouvrant, il y a le cadran, il y a des pièces changées. Donc, il faut vraiment arriver à savoir déjà le modèle qu'on veut et poncer le sujet sur le modèle, la cohérence, le cadran, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir. Et parfois, il vaut mieux avoir… alors je disais, je voulais une pièce très belle, mais parfois, je préfère une pièce un peu moins belle, ou en tout cas un peu moins parfaite. Mais authentique. Ouais. Voilà, parce que… quand vous voyez, alors pour parler de Rolex, parce que 80% des Rolex Submariner de cette époque-là, aujourd'hui sont bidouillés. Ah ouais. 80%. T'imagines, je pèse mes mots. En 40, plus de 40 ans, il y a dû avoir de décotage. Et puis à une époque, c'est une tool watch à une époque où les gens s'en foutaient en fait. Elles partaient en révision, les aiguilles brillent plus, on change les aiguilles, on se disait pas, dans 20 ans ça va valoir. C'est clair. C'était un peu la montre robuste. Mais c'était pas une montre Enfin, c'était une montre… À l'époque, je ne sais plus où j'en avais parlé, mais l'époque entre une Yeman, Superman et une Rolex, le prix c'était 3-4 fois le prix en fait, seulement. C'était par rapport à aujourd'hui. Maintenant c'est 10 fois. C'est 10 fois. Et encore peut-être dans 30 ans ça sera 20 fois. Et encore 10 fois parce que Yema a bien augmenté ce tarif là-dessus, mais avant c'était 20 fois. Donc voilà. Et donc il faut vraiment faire attention. Achetez le vendeur. Faites-vous conseiller des professionnels. N'hésitez pas à nous demander à toi ou à moi si vous voulez un MP, s'il y a des professionnels. Surtout lui, parce que toi, t'es vraiment un vrai collectionneur vintage, on va dire. J'aime pas dire permanent. Ouais, je suis amateur. Après, j'aime bien. Mais j'ai vraiment des modèles qui me plaisent. Et c'est vrai que, tu vois, en ce moment, il y a des trucs, il y a des rééditions qui te font repenser à l'ancienne. Tiens, par exemple, j'ai parlé de la Breitling Navy Timer. J'ai pas envie d'acheter la réédition, mais j'ai acheté beaucoup de Navy Timer d'époque. Et c'est un tel bonheur d'arriver à trouver la bonne version, le cadran qui va bien, la bonne patine. C'est des montres qui ont des histoires, qui ont un vécu. Alors que la réédition, tu vas la payer souvent très cher. Tu vois la réédition de la Zenith Défi notamment, la réédition coûte 8 000 €, je crois, un truc comme ça. Alors que tu trouves l'authentique, la vraie, qui a le vécu, tu en trouves autour de entre 1 000 et 2 000 €. C'est incroyable. Une patine. Pour moi, c'est vite répondu, comme dit l'autre. C'est sûr, la réponse est vite répondue. La question est vite répondue. Le plaisir là-dedans, c'est la quête. C'est le chemin. C'est le chemin. Bon, une fois que tu l'as, après, tu es content aussi, mais… Ouais, mais quand tu l'as, tu es content parce que tu as trouvé le bon modèle. Et tu sais qu'en plus qu'il y a une espèce d'unicité du modèle. Personne n'aura la même que toi. Bien sûr. Donc, si quelqu'un veut une sub céramique aujourd'hui, il peut avoir la même et tu vas… J'avais bien aimé le parallèle qu'avait fait Aurélien justement dans l'épisode. Où il racontait que quand il allait au Watches and Wonders et qu'il venait avec sa sub au départ, il était tout fier d'avoir sa sub. Et en fait, tout le monde s'en foutait. Parce que c'était vraiment la montre de base. Voilà. Et… c'est génial parce que tout est dit finalement là-dedans. Bien sûr, exactement. Donc il faut faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime, acheter ce qui vous parle. J'ai un épisode qui au moment où sera peut-être sorti quand tu sortiras ta vidéo, mais qui est avec Chronoflexion justement, où on parle des micro-marques avec Lionel, qui est top. Et le mec a enchaîné, en fait, plutôt que d'acheter 2-3 Rolex, un Daytona, machin, un truc, il a acheté 50-60 montres de micro-marques. D'accord, ouais. Et il se fait un plaisir de fou. Enfin, quand tu as 60 montres différentes avec à chaque fois des personnalités très différentes, c'est génial aussi. C'est incroyable. Ouais, lui, il a sa propre quête aussi. Il achète ce qu'il veut. C'est ça, surtout au-delà de vintage, pas vintage, ça c'est vraiment affinez vos goûts et faites. Regardez ce qui vous fait vibrer concrètement. C'est ça. Et c'est vrai que moi j'aime bien une vraie patine, même si elle est moins prononcée sur la Superman 2, à une patine qui a été fakée, tu vois, enfin qui est fausse quoi. C'est ça. Ouais. Même si je la trouve très belle, cadran laqué, c'est hyper joli. Hein, d'ailleurs, je voudrais remercier Aurel, Aurel de nous avoir prêté. Essayez-la parce que on remercie Jérémy Aurélien, parce que franchement elle est
Elle est très jolie. Elle est vraiment top, ça. Puis en plus, on ne peut pas se tromper avec ça. Hein. Non, vraiment pas. Vraiment pas. En plus, ça a été amélioré. Il y a eu des soucis de fiabilité sur les mouvements maison. Les premières moutures. La première mouture, là, depuis 2021, donc ça va faire presque 2 ans. J'ai quasiment que des bons retours. Ouais, mais elles sont fiables, précises maintenant. Ultra fiables et précises. Ouais. On ne peut pas se tromper avec ça. Ce que je dis juste, c'est que je pense qu'il y a un moment où, quand vous commencez par ça, vous allez avoir envie d'aller chercher le modèle d'origine, en fait. C'est ça, ouais. C'est un design assez unique. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont fait, même si ça s'est inspiré forcément de plein d'autres mondes de plongée. On reste quand même sur une base de Superman d'époque. Après, moi, j'aime bien les Superman bleus aussi, qui sont quand même très Ouais, la dernière bleue, moi, je l'ai eu en main. J'ai eu des bleus, j'en ai eu plein. Magnifique. Et c'est pareil, quand moi, j'ai mis un temps fou à la trouver, enfin à les trouver, parce qu'il y en a plusieurs, mais une notamment qui était quasiment neuve de stock. Mais avec le bracelet d'origine, elle était parfaite. Je mettrai une photo. Non, j'ai déjà une photo sur le compte Insta pour ceux qui veulent. D'accord. J'ai mis une photo il y a quelques temps. Si vous voulez chercher sur le compte, vous verrez. Mais c'est vrai que c'est hyper beau, quoi. Le cadran parfait et tout. Mais bon, c'est pas facile à trouver. Hein. Et ça se paye. Ça se paye, ouais. Mais, la qualité se paye, le prix s'oublie, comme on dit. Mais, ouais, sur le moment, ça pique un peu quand même. Ouais, mais en fait, quand on achète bien, on retrouve toujours son argent. Ouais, c'est ça le truc. Si on a une belle pièce, on retrouve son argent. Parce que quand on achète une pièce un peu drouille, on se retrouve avec quelque chose. Après, il va falloir justifier quand on va la vendre. S'il y a une tache sur le cadran, s'il y a un truc qui ne te va pas, tu vas t'emmerder à la vendre. Et les gens, en plus, maintenant, comme on commence à arriver dans des gammes de prix un peu plus importantes, les gens font attention. Le marché est quand même pas simple en ce moment. C'est ça. Donc, il faut vraiment acheter des belles pièces, vraiment. Belles pièces, prendre son temps, bien chiner, se renseigner. Il ne faut pas hésiter à mettre parfois quelques centaines d'euros en plus pour avoir la pièce qu'il faut. Ça, parce qu'une pièce qui est propre, qui est révisée, un cadran qui n'est pas à changer, ça change tout quand même. C'est ça, bien sûr. C'est hyper important. Vous nous direz en commentaire là, quel genre de collectionneur vous êtes. Est-ce que vous êtes un collectionneur? Est-ce que vous êtes un accumulateur, un peu comme moi? Parce que moi, je ne suis pas très collectionneur, mais j'aime bien cumuler des montres. Acheter des montres, des belles marques bien connues ou des micro-marques. J'ai quelques vintage aussi. Je suis pas cantonné à. Je suis ouvert à plein de choses. Donc voir si vous même du quartz, pour te dire, j'ai des montres à quartz. Ça ne me dérange pas d'acheter des montres quartz aussi. J'en ai encore aujourd'hui. Hein, c'est pas. Avant, j'étais un peu plus dogmatique dans le truc, tu sais, un peu fermé. C'est ça. Si je veux pas de quartz. Non mais il y a des trucs. Des fois, si vous voulez vous faire plaisir, il faut y aller. Faut vraiment. En fait, faut pas se prendre la tête. Faut pas que ça soit une charge mentale le truc. C'est clair. Il faut pas que ça dépasse. Enfin, je pense qu'il faut aussi faire dans ce qu'on peut faire en termes de budget. Tout à fait. C'est pas la peine de se pendre pour une montre. Quoi. Non, vraiment pas. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir, quoi. Voilà. Je vois les prix. Bon, ça s'est bien régulé les prix quand même. Non, ça a bien changé. Et c'est pas fini à mon avis. Je pense que c'est pas fini. Donc le neuf là, j'aimerais pas être celui ou celle qui a acheté une Rolex céramique il y a 6 mois. Quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Parce que ça va. Ça pique un peu. Ça a piqué. Ouais. Mais il y a moyen. Puis tu vois, j'en discutais encore avec des gens hier, avec des collectionneurs, des amateurs. Et beaucoup font ça, hein, c'est-à-dire qu'ils, de plus en plus, ils achètent des micro-marques, du vintage, du néo-vintage. Enfin, ils se font plaisir comme ça, en fait. Et ils ont abandonné certaines grandes marques. Ou alors, on peut se faire plaisir dans des grandes marques avec des belles complications, mais qui ne sont pas forcément dans le trio de tête dont on parle tout le temps, quoi. On peut vraiment se faire plaisir avec des trucs, des vieilles universales, des choses comme ça, des Mido, des Eterna. On peut se faire des kiffs absolus, quoi. On peut jouer avec les bracelets, on peut se faire plaisir, quoi. Franchement, et pour pas trop cher. Donc, faut vraiment sortir du dogme et pas faire en fonction de ce qu'on voit sur les réseaux et tout ça. Merci pour tous ces beaux éclaircissements avec des belles toquantes là. Parce que c'est vrai qu'on a quand même de sacrées belles vintage là. Ouais. Ta Yema, c'est incroyable. Je la trouve cool, cette Tu l'as achetée en boutique il y a 31 ans. Elle est en super état. 32 ans, j'ai acheté cette montre. Je l'ai payée en francs. En nouveau franc quand même. Ouais, t'es gentil. Ouais. Le mec. Bon, impeccable, on a fait le petit tour. Je pense que c'était un petit tour sympa, histoire de voir ça. N'hésitez pas à nous demander si vous voulez des conseils là-dessus, des pros, etc. Mais voilà. Donc comment on peut te contacter toi sur Instagram déjà? Moi, il y a déjà le podcast, donc Démontrez-vous. Podcast évidemment. Chaque semaine, chaque vendredi à 9h. Donc il y a un épisode, soit sur une histoire de marque, soit une interview de fondateurs de marques, d'horlogers, etc. Il y a une chaîne YouTube mais qui démarre juste, donc là-dessus c'est vraiment d'abord sur le podcast, sur Apple Podcast, etc. Après ce sera évolutif, de toute façon tu as un lien, on choisit ce qu'on veut. Voilà, j'ai un lien, après on choisit ce qu'on veut. Voilà, le compte Instagram, donc Démontrez-vous aussi. Et puis n'hésitez pas à envoyer des messages, je réponds, parfois je mets quelques jours parce que forcément... du taf, hein.
de travail, hein, mais je réponds à tout le monde. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je mets le lien en description en tout cas pour, Ouais. pour la Superman 500 Ouais, qu'on très trouve cool. en boutique Aurel, qui est Avec super un sympa. cadran laqué, Ouais, voilà. Mais il y a du pas à se- meilleur effet. Exactement, il n'y a pas à se prendre la tête. Hein. C'est vrai que là, on prend ça, on est tranquille. Voilà, au moins. Bah, c'est ça. Et je pense que pour démarrer, il faut pas se jeter dans le grand bain direct. Ouais, Avec, voilà, faut prendre son temps, il faut que ça vienne de soi déjà aussi. Et puis, Ouais, parce que sinon vous allez faire de mauvais achats. Alors, c'est pas grave de faire de mauvais achats et ça fait partie de l'expérience. Mais aujourd'hui, les mauvais achats coûtent cher quand même Ouais, par c'est rapport vrai. à avant. Avant, on pouvait se dire, on se trompait pour quelques centaines d'euros. Bon, à la limite, ça passait. ça maintenant, repartait, ça se revendait. ça Maintenant, commence à être un peu cher. C'est compliqué quand même. Merci à toi, Edouard. Avec grand plaisir. Et puis, on se reverra. Hein. Plein de petites choses à faire. Hein. On a plein de trucs, ouais. Avec grand plaisir. Ciao. Allez, à plus.